On va commencer par un petit peu d'histoire, ou au moins Je vous laisse. les prémices, les prémices de ce qui ont été des essais d'implanter des parcelles AFI en Espagne. Entre 2008 et 2010, il y a plusieurs protocoles où ont été installés en s'inspirant fortement du protocole AFI. 6 parcelles en Navarre et 7 en Castilla et Léon. Ces protocoles sont nés de l'initiative de forestiers locaux. Donc en Navarre, c'était Bachartea, je faisais partie de l'équipe qui les installait. Et en Castilla et Léon, c'était Agresta et Pablo était très actif à ce moment-là. Comment naissent les parcelles? En Navarre, c'est à l'occasion de l'aménagement des forêts où nous avions proposé aux gestionnaires publics de mettre en place ces dispositifs pour pouvoir suivre la gestion, où on proposait donc un traitement irrégulier de parcelles. Et en Castille et Léon, c'est donc Agresta qui a proposé à plusieurs responsables et gestionnaires locaux d'installer des dispositifs. Donc, ils sont nés créés en Castille et Léon 6, donc 2 à Burgos, 3 à Soria, 2 à Léon. Donc 6 dans des forêts communes et 1 dans une forêt privée qui est gérée directement. Malheureusement, donc les devoirs n'ont pas vraiment été faits et seulement un seul des 13 dispositifs a fait l'objet d'une seconde mesure. Il s'agit donc du dispositif en forêt privée. Je ne sais pas si ça étonnera grand monde. En ce qui concerne les dispositifs en eux-mêmes, il y avait donc le choix des essences dépendait fortement donc des régions dans lesquelles ils ont été installés. En Castille et Léon, il y a plusieurs parcelles de chênes, donc chênes sessiles et chênes pédonculés, et les parcelles de pins sylvestres. En Navarre, on va retrouver 3 parcelles de hêtres, une hêtraie sapinière et aussi une chênaie. Pardon. Donc ça, c'est un peu la partie historique de ce qui avait été fait en suivant ça. Maintenant, pour pouvoir parler un peu des perspectives d'avenir peut-être de l'AFI en Espagne, quelques mots sur le réseau, enfin sur le contexte forestier espagnol, en comparaison à ce que les forestiers espagnols aiment bien appeler la forêt européenne. Si on regarde les chiffres et vraiment de loin, la forêt espagnole a beaucoup d'avantages. C'est la 3e plus grande forêt d'Europe, avec 18 millions d'hectares de terrains boisés, 27,7 millions d'hectares si on compte les pâturages, les landes et les zones rocheuses. Une énorme diversité, depuis les haies sapinières, les zones atlantiques, la forêt méditerranéenne, donc beaucoup d'essences, une richesse écologique incroyable et une grande diversité de produits. Les forêts espagnoles produisent du bois, elles produisent aussi des pignons, de la résine et même du jambon. C'est vrai. Mais si on s'intéresse à la réalité, il y a quand même pas mal de freins à la gestion des forêts. Pour commencer, c'est une forêt convalescente. Le minimum forestier en Espagne, c'est 1940. Il y avait 11,5 millions de forêts, seulement 5 millions de futaies. Le reste, c'est des DSA, des taillis surexploités par l'industrie, ce qui fait que le peuplement était très pauvre. Là, vous avez une comparaison, si on est au nord-est de Pampelune, et la différence est largement visible entre 1927 et 2021. La progression de la forêt est énorme. On a maintenant 18 millions d'hectares de forêt, ça veut dire qu'il y a 6,5 millions d'hectares de forêt qui ont moins de 80 ans en Espagne. Beaucoup de plantations, mais énormément aussi de recolonisation sur des anciens pâturages, des anciennes landes, et voilà, pour se faire une idée. Un territoire montagneux, la plupart des forêts sont en terrain montagneux ou de basse montagne, donc avec toutes les complications que ça impose sur la gestion, au niveau des coûts, au niveau
des périodes d'exploitation. Il y a pas rare d'avoir des endroits où l'exploitation est possible que 2 mois par an, parce que l'hiver il pleut et puis l'été n'est pas forcément très long. Des climats très variés, certes, mais souvent avec beaucoup de contraintes. Donc en zone méditerranéenne, bah oui, on a des sécheresses très fortes, mais dans les zones de montagne, bah, c'est des hivers qui sont peu propices. La forêt feuillue a peu de qualité, enfin peu de produits de bonne qualité, comme on dit. Il y en a beaucoup de forêts qui viennent d'anciens taillis, donc avec des peuplements qui est taillis surexploités, donc avec des peuplements qui n'ont que du bois enfin qui n'ont aucun bois d'œuvre ou très très peu. Et les essences productives qui sont en grande partie des pins et une partie d'espèces autochtones, et après des régions comme le Pays Basque et toute la façade atlantique avec énormément d'essences introduites. On a le Paradiata et l'eucalyptus pour ne citer que, mais énormément d'autres sont présents, avec des modèles sylvicoles très simples, voire simplistes. Tout ça fait que on a dans les peuplements les plus productifs, on a une forte sensibilité aux problèmes sanitaires. Pour reparler du Paradiata, par exemple, qui est une espèce qui souffre énormément, et tous les pins et tous les monocultures qu'on a qui souffrent d'autres pathogènes divers et variés. L'Espagne, c'est aussi le risque incendie. Il y a plus de 100 000 hectares d'incendies par an. La plupart, c'est peut-être surprenant, mais c'est dans le nord-ouest de l'Espagne. Et un autre facteur limitant qui est l'élevage extensif, qui est souvent présent en forêt, donc difficilement compatible avec la présence d'une régénération diffuse dans le sous-étage. Et malgré ce tableau un peu noir, je crois que si effectivement, on peut se demander non, quelle est la place de la sylviculture irrégulière si c'est aussi dur, et pourtant je crois que les forêts espagnoles et la sylviculture irrégulière a des réponses à offrir non, aux forêts. Premièrement parce que les forêts qu'on gère sont complexes, et une forêt complexe a besoin de modèles de gestion qui prennent en compte cette complexité et qui permettent de s'adapter aux changements. Non je pense que beaucoup de gestionnaires se sont cassés les dents à essayer d'appliquer des modèles sylvicoles rigides, et on en est là. La même chose avec l'aménagement forestier. Il doit être compatible avec tout ce qui se passe dans les forêts, la diversité qu'il y a. Appliquer des modèles d'aménagement avec un contrôle par surface quand plus de la moitié de la forêt n'est pas exploitable, il y a des différences stationnelles énormes d'un bout à l'autre de la forêt. Ça relève un peu de l'utopie, et par rapport à quand moi je suis arrivé en 2008, c'est peut-être un des points qui a le plus changé en Espagne, où maintenant les aménagements par typologie de peuplement sont beaucoup plus fréquents et acceptés. En ce qui concerne la gestion aussi, les choses évoluent petit à petit. Récemment en Catalogne, il y a un manuel de gestion naturalistique des pineraies, des Pyrénées qui est sorti, qui fait une grande place à la gestion en futaies régulière. Et si on sort un petit peu de la forêt et de l'arbre, même si c'est le cœur de la filière de prosylvage, je pense qu'il y a des réponses à donner à la gestion du paysage. Non quand on a un paysage qui évolue avec des landes, des pâturages qui passent à la forêt, je pense que la gestion forestière doit prendre ça en compte et offrir aussi des solutions. Non on a besoin toujours de coupe-feu, de zones coupe-feu. Il faut réouvrir des trouées et avoir quelques zones ouvertes pour prendre en compte toute la biodiversité et offrir des habitats variés. Et enfin, un autre enjeu important, c'est que les forestiers, on gère les forêts, mais le reste de la société nous regarde, non, et a des demandes par rapport à l'environnement et à ce qui se fait en matière de gestion forestière. Même si ce n'est pas leur forêt, il y a des pressions très fortes. Et dans certaines régions, notamment les régions où il y a le plus de monoculture et de culture d'espèces introduites, il y a des pressions très fortes pour changer les pratiques forestières qui ont parfois été abusives. Je pense qu'il y a des endroits où on peut regarder ce qui s'est passé
et analyse de façon un peu plus construite, un peu plus critique, ce qui a été fait. Pour prendre l'exemple du Pays Basque, où l'espèce la plus plantée a été le Paradiata, qui est une espèce plastique qui s'adapte à peu près toutes les stations, enfin en tout cas qui pousse dans à peu près toutes les stations, a été plantée par excès, on peut dire, et bon, maintenant avec les problèmes sanitaires qui apparaissent, il y a des questions qui se posent sur le fait de changer de modèle sylvicole et de voir comment est-ce qu'on peut avancer. Par rapport à la FI, donc, comme je vous l'ai dit, en Espagne, il y a eu quelques essais d'implantation de parcelles qui ont été faites à l'initiative des personnes les plus intéressées. Donc la sélection ou le type de peuplement qui a été pris, plus que le fruit d'une réflexion pour enrichir les parcelles qui étaient déjà présentes au sein du réseau AFI, est apparu à l'initiative de ces forestiers. Donc, effectivement, on pourrait compléter ce réseau, mais il va falloir peut-être penser à un plan. Quelles sont les choses les plus intéressantes à aller voir du côté espagnol? Comment est-ce que l'expérience espagnole peut compléter ce qui est fait dans l'AFI? Évidemment, le financement, non. Je crois que la principale raison pour laquelle les mesures n'ont pas été refaites dans les parcelles qui existent en Espagne, c'est un manque de financement. Et enfin, je voulais soumettre plusieurs idées qui viennent un peu de l'expérience espagnole et pour lesquelles je ne sais pas si le protocole de mesure de l'AFI est le plus adapté. Peut-être que pour pouvoir proposer des dispositifs en Espagne, il va falloir remédier à cela. Mais la première serait l'étude des productions non ligneuses, les pignons, le liège, qui sont des types de production forestière et dans lesquels il y a déjà des pratiques hétérodoxes, qui ne s'appellent pas forcément pro-sylva ou irréguliers, mais qui tiennent en compte de tous les principes de sylviculture d'arbres. Les études autres que l'échelle de la parcelle, si on parle de conversion de taillis surexploités, peut-être que le plus intéressant, c'est pas de voir la réaction de ce peuplement, sinon d'avoir une réflexion au niveau de la forêt. Même chose quand on parle de gestion de peuplements de 60 ans qui sont en pleine colonisation, où il va falloir regarder l'évolution de l'ensemble de l'écosystème. Et enfin, quand on voit tout le travail qui est fait dans l'AFI, le degré de détail sur la présentation, sur l'étude de ces forêts, et qu'on étudie des systèmes complexes, je pense qu'il y a certaines technologies comme le lidar terrestre mobile. Vous avez ici le fruit l'extrait d'un nuage de points pris par du lidar terrestre qui permet au moins de prendre en compte toute la complexité de la structure forestière. Et peut-être que ça pourrait contribuer à enrichir peut-être les protocoles ou au moins l'étude qui se fait de dispositifs AFI. Et voilà. Excusez-moi. Oui, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Donc nous sommes ouverts, toute la délégation est ouverte pour pouvoir parler évidemment de comment mettre en place ou poursuivre ce qui a déjà été fait.